Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, on est mardi 15 décembre et je suis super contente de faire ce live parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous présenter quelqu'un de génial. Bonsoir à tous, donc c'est quelqu'un qui est un spécialiste des rêves. Michael, l'ami. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là avec Katia pour parler des rêves et décrypter quelques rêves qu'on nous a envoyés. Voilà. Alors, Michael, pour tous ceux, vous ne le connaissez pas évidemment, puisque c'est sa grande première. Il fait son baptême d'Insta ce soir. Donc, c'est quelqu'un évidemment qui est un thérapeute depuis de nombreuses années, qui connaît le langage des rêves, des symboles et des mythes depuis plus de 10 ans, que je connais très bien. C'est aussi toute une passion qu'on a en commun, puisque on a échangé des centaines et des centaines de rêves depuis de nombreuses années. Et il a cette lecture très particulière du rêve et des symboles. C'est un peu d'ailleurs, on a souvent une vision qui est assez complémentaire, puisque moi j'ai une vision très précise, qui est plutôt ma porte d'entrée par le féminin. Et Michael, donc il a vraiment cette porte d'entrée évidemment totalement opposée, complémentaire du masculin. Et c'est ce qui fait qu'on a une lecture vraiment à deux portes. Et je me suis dit que c'était génial de vous présenter sur ce compte qui rassemble tellement de femmes et de sujets sur le féminin, aussi un homme qui nous donne des clés grâce aux rêves pour évoluer, grandir et en avoir une interprétation très précise. Du coup, c'est vrai qu'il y a une vision assez analytique en fait de la façon de décortiquer le rêve. Vraiment prendre le rêve pas à pas en analysant d'abord le lieu, puis l'action et les personnages qu'on va y rencontrer, les objets, et tout ça a une signification. Et quand on rêve, on a tendance à penser que c'est finalement des choses absurdes qui arrivent dans le rêve, alors qu'en fait non, il y a vraiment un récit dans le rêve qu'on peut suivre vraiment depuis le début jusqu'à la fin, quand on se souvient de la totalité du rêve. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment l'intrigue est posée au départ, ensuite comment l'action dans différents lieux, un peu comme dans un récit, dans un roman ou dans un film, et avec une conclusion qui vient clôturer et répondre à l'intrigue qui a été posée au départ. Alors, on va laisser tout le monde arriver. Vous êtes déjà pas mal à vous connecter avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va laisser chacun prendre sa place. On va passer, je pense, une bonne heure ensemble. Alors, il faut savoir qu'avant ce live, on avait proposé à ce que plusieurs personnes nous envoient leurs rêves pour pouvoir les interpréter. Donc, on en a reçu pas mal. Vous allez voir, Michael vous a préparé une synthèse et une histoire très intéressante. Je vais vous laisser vous présenter ça. On vous laisse vous installer tout tranquillement et puis on va démarrer. Alors j'ai parlé un peu du récit parce que finalement à travers les rêves qu'on nous a envoyés, donc je remercie toutes les personnes qui ont participé, et au travers des rêves finalement il y a une histoire qui se raconte. Alors quelle histoire? Ça peut sembler particulier d'avoir une histoire qui se raconte avec des rêveurs différents. Mais finalement, il y a un peu, quand on les met bout à bout dans un certain ordre, et vous allez le voir, on a notre rapport à notre inconscient qui est raconté. Parce qu'en fonction de notre évolution et de là où on en est, ce rapport à l'inconscient évolue. Et d'ailleurs, je commencerai par raconter un de mes rêves, un rêve récurrent que j'ai fait pendant des années, qui va servir d'introduction pour comprendre ce rapport à l'inconscient. Moi, c'est raconter un rêve où j'avais très peur de mon inconscient. Et c'est ce genre de rêve horrible où on se réveille toujours très mal. Et en plus que j'ai fait vraiment des rêves qu'on fait en série comme ça, répétitifs, toujours le même rêve, on ne comprend pas pourquoi. Et à l'époque, je n'interprétais pas les rêves. Et donc ce rêve, je l'ai fait pendant 10 ans, je vais vous raconter, ça servira d'introduction. Alors pour faire un petit teasing, en fait, ce qui est assez extraordinaire aussi dans l'approche de Michael, c'est que c'est pas quelqu'un qui savait lire les rêves depuis qu'il est enfant et adolescent, non pas que ce soit une connaissance innée, mais c'est quelque chose qui lui est venu aussi de manière assez fulgurante. Après une initiation chamanique où d'un coup, il a commencé à avoir des clés très spontanées de lecture, des symboles, des rêves et des récits mythologiques. C'est-à-dire que de la même manière que nous, on regarde un film, pour lui, le rêve, même si ça nous paraît chaotique et incohérent, il en a une lecture très globale et en même temps extrêmement précise. Et ce soir, on avait envie de vous partager ça comme un cours d'introduction, en même temps aussi, évidemment, comme une initiation à travers la lecture de vos propres rêves. Alors, je vois que tout le monde nous fait coucou, donc on fait coucou à tout le monde. Alors oui, évidemment, je vais partager le replay. Vous inquiétez pas, vous aurez le replay, donc à l'endroit des replays sur ma page. Sachant que Michael, il est aussi le créateur lui-même de sa page qui s'appelle le Palais des Fantaisies. Vous allez y voir déjà quelques rêves d'interpréter. Vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Et puis, vous pouvez le retrouver évidemment sur Apple
Apple Podcast et tous en fait, les systèmes d'écoute en ligne. Voilà. Comme ça, vous ne serez pas inquiet de ne pas avoir en fait, voilà, ces outils. Hein, vous inquiétez pas, il a déjà créé ces espaces de communication. Et puis à la fin de ce replay, on vous parlera aussi d'une petite surprise et de quelque chose qu'il a créé expressément pour vous. Mais pour le moment, je vais le laisser dérouler son histoire. Personnel ? Oui. Alors, du coup, moi j'étais quelqu'un de très cartésien. J'ai fait des études scientifiques et en gros, je croyais que ce que je voyais. Et en gros, plusieurs bouleversements dans ma vie m'ont amené à remettre une très forte remise en question. Et du coup, je suis rentré dans un chemin ésotérique et initiatique qui m'ont amené à aller vers le chamanisme péruvien. Et dans des séances très dures, hein, vraiment de retour à soi, qui peuvent être très perturbantes, lors d'une séance, mes idées se sont remises au clair, et j'ai eu accès à peut-être une façon de regarder de l'autre côté du miroir, et pour essayer de voir ce qui se cache à nous. Alors, ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, chacun, en fonction de ses croyances, adhérera à une croyance ou à une autre. Est-ce que c'est l'inconscient? Est-ce que c'est quelque chose de plus spirituel, de l'ordre de l'âme ou du divin? Je pense que chacun a le choix de penser ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a vraiment ce regard qui a été porté, et avec l'idée qui m'est venue qu'il y avait une forme de langage universel qui était le symbole. Et ce symbole, il y a une lecture du symbole qui m'est venue. Mais ce n'est pas quelque chose pour autant de magique. Ça veut dire que comprendre les symboles, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, puisqu'on peut décrypter les symboles sans avoir besoin d'un dictionnaire, puisque finalement, on est dans une démarche qui peut être aussi très rationnelle, à savoir un symbole, si on le remet dans son contexte, à quoi il sert. Si on rêve d'un objet en particulier, par exemple, on peut décrypter et savoir ce qui vient matérialiser dans notre nuit, ce qu'il veut dire dans notre rêve. Et donc j'ai eu accès à ça, et puis depuis, j'ai commencé à décortiquer mes propres rêves, et puis après tous les rêves autour des personnes autour de moi, et puis j'ai compris qu'il y avait plusieurs récits, notamment les récits mythologiques, qui étaient écrites de manière symbolique. Et il y avait énormément de connaissances dans ces récits, notamment des compréhensions de l'être humain de manière générale, de la psyché de manière générale. Et qu'en les décryptant, c'était très riche en informations en fait, sur nous-mêmes, sur l'humain, et sur nos mécanismes en fait, plus ou moins cachés. Et je me suis rendu compte d'une énorme richesse en fait, de savoir et d'introspection à travers les symboles, et le symbole des mythes et les symboles oniriques. C'est pour ça que en fait, ce qu'il essaye de vous dire aussi, et c'est aussi le but de ce live, c'est qu'à force d'écouter des rêves, à force aussi de vous en donner des clés de lecture, vous allez vous-même devenir de plus en plus autonome à l'interprétation et à la compréhension des rêves. Et d'ailleurs, dès ce soir, on va vous en donner une forme de démonstration. Donc, il va vous parler aussi de manière très précise et en même temps aussi très logique de tous les rêves qui nous ont été donnés et de quoi on part, d'un démarrage, d'un point d'origine, pour vous amener avec étape par étape à appréhender, comprendre et intégrer aussi pour vous-même déjà des éléments de compréhension du rêve. On commence ? Oui, on va commencer, c'est parti. Alors, je vais commencer par raconter mon rêve. Pourquoi ? Alors, c'est un rêve, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve que j'ai fait pendant 10 ans, même plus 10 ans, un rêve qui était très dur, que je ne comprenais pas, et c'est un rêve que je faisais quand je n'étais pas encore entré dans cette démarche initiatique. Et je vais raconter ce rêve parce qu'il va servir d'introduction aux autres rêves, et vous allez voir qu'il y a une suite logique dans l'organisation des rêves tels que je les ai amenés ce soir. Le rêve dont je veux vous parler, le rêve que j'ai fait pendant des années, c'est un rêve aussi que beaucoup de gens ont fait. Dans mon rêve, j'étais dans les lieux que je ne connaissais pas, des lieux inconnus, des bâtiments ou des parcs, et j'étais poursuivi par une ombre, un personnage, mais d'une forme d'ombre que j'avais du mal à identifier clairement. Et ce personnage me poursuivait, et moi j'essayais de lui échapper, mais je courais, je faisais un effort incroyable pour courir, mais je restais sur place. Alors c'est une sensation horrible, je ne sais pas si les gens ont déjà fait ce rêve-là. C'est une sensation abominable, surtout que le rêve peut durer longtemps, et que j'ai remarqué que dans ces rêves-là, je me télétransportais à un autre endroit. Par exemple, je passais d'un bâtiment à un parc, et j'avais toujours l'ombre qui me poursuivait, cette ombre qui me poursuivait, et puis moi qui essayais de lui échapper en courant. Alors pourquoi je vous raconte ce rêve ? Parce que c'est un rêve assez typique
D'abord, on peut aussi, excuse-moi, du coup, juste pour une petite précision, on peut dire aussi, avant qu'il poursuive, que ce rêve, vous avez pu le faire d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est en effet cette fameuse part d'ombre que quelqu'un est en train de commenter. On peut le voir aussi, par exemple, je suis une femme et j'ai quelqu'un qui me poursuit, je suis dans la rue, qui est derrière moi. J'ai l'impression que c'est une ombre, c'est un peu, ça manque de définition. Et il peut y avoir cet élément aussi qui est récurrent. Alors, pas précisément comme le rêve de Michael, puisque finalement, on a des rêves un peu comme ça, qui sont des rêves archétypaux et qui s'expriment chacun avec peut-être des contours un peu différents. Et c'est les rêves où on commence à entrer en contact, tu vas le préciser, avec notre part d'ombre. Alors, exactement. Alors, moi, je vais changer, je vais pas parler de part d'ombre, parce que d'après moi, cette part d'ombre, c'est une partie de nous qu'on refuse de voir. Donc on est dans un rapport à l'inconscient. Et en fait, si elle n'est pas déterminée, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser parce qu'on refuse de regarder. Ça veut dire qu'on refuse de regarder une partie de nous-mêmes qui ne demande qu'à s'exprimer, qui tape à la porte, qui dit je voudrais que tu me regardes. Mais le rêve est très clair, parce qu'en fait, il y a une peur très forte dans le rêve, et donc je cours pour essayer de lui échapper. Ça veut dire que je refuse de rentrer en introspection, je refuse de rentrer dans un travail initiatique, alors que pourtant mon inconscient a quelque chose à me dire, mais qui me terrifie. Et donc, ce rêve va servir d'introduction, parce que finalement, c'est aussi un archétype. Il veut dire qu'on refuse de voir quelque chose de nous-mêmes, parce qu'on pense que ce quelque chose est peut-être quelque chose qui serait humiliant, quelque chose qui nous desservirait, qui irait à l'encontre de ce dont on a envie dans la vie, alors que bien souvent, c'est une source de richesse. Et du coup, je vais commencer à raconter donc le premier rêve qu'on nous a envoyé, parce que vous allez voir qu'il y a une cohérence entre tous les rêves. Alors j'ai passé donc au rêve d'Angélique, et donc Angélique m'a envoyé, elle m'a dit « Cette nuit, j'ai rêvé que 2 enfants, les miens, entre parenthèses, et avec un point d'interrogation, donc elle ne sait pas si c'est ses enfants. Alors elle dit qu'elle a rêvé que elle et ses 2 enfants étions sous un sort de magie noire, que j'essayais et qu'elle essayait de s'en sortir. Et ça l'a réveillée. Et alors, Angélique me précise qu'elle est malentendante et qu'elle a entendu un bruit de cymbales. Alors, quel est le lien avec le rêve que j'ai fait pendant des années? La magie noire. La magie noire est l'ombre qui me poursuivait. On est pour moi dans un rapport à l'inconscient qui se manifeste. La différence, il y a plusieurs différences entre nos 2 rêves. La différence majeure, c'est qu'elle est avec 2 enfants. Elle ne sait pas si ce sont ses 2 enfants. Mais ça veut dire, quand on rêve d'enfants dans le rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on rêve de nos enfants, ça veut dire qu'on a déjà accouché de quelque chose dans notre vie. Ça veut dire qu'elle a déjà été capable de créer, et elle a matérialisé 2 projets, 2 choses qui lui sont personnelles, qui viennent de ses entrailles. C'est ça que veut dire l'accouchement. Des choses qui viennent de ses entrailles, mais ça veut dire quelque chose qui vient de l'intérieur d'elle. C'est pas forcément, on ne parle pas véritablement d'enfants forcément ici. On parle de choses qui sont personnelles et qu'elle a mises au monde. Et donc il y a des choses personnelles qu'elle a mises au monde, et pour autant, cette part d'ombre qui est beaucoup plus présente que dans mon rêve à moi, puisqu'en fait cette part d'ombre a pris le dessus sur sa vie, elle a le sentiment d'être pris par la magie noire. Ça veut dire que cette part d'ombre, que comme moi peut-être, elle a refusé de regarder, parce que moi je courais pour m'enfuir, et ben elle a eu une conséquence dans sa vie. Moi, elle n'avait pas forcément de conséquences dans ma vie, cette part d'ombre. Mais là, on peut imaginer que cette part d'ombre, qu'elle appelle magie noire, eh bien, vient la bloquer dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle est prise, une forme de prise au piège. Et donc, la solution, d'après moi, et ce que vient lui indiquer le rêve, c'est qu'il faut regarder cette part d'ombre et voir ce qu'elle vient nous dire. C'est le même message, d'après moi, que dans le rêve que je vous ai raconté, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée qu'il y a quelque chose qui tape à la porte et qu'il faut s'ouvrir à cette partie de nous-mêmes. Mais quand on ne s'ouvre pas à cette partie de nous-mêmes, elle prend de plus en plus de place, elle va vouloir se manifester, et c'est pour ça que c'est encore plus présent dans le rêve d'Angélique, ce qu'elle voit comme étant de la magie noire, c'est d'après moi son inconscient qui du coup prend une place plus importante et qui va empiéter sur sa vie. Alors, on va passer du coup... Quelque chose que tu veux préciser? Non, je te laisse poursuivre. Alors, vous allez comprendre le cheminement avec le rêve de Guillaume.
Donc, je vous raconte le rêve de Guillaume. Le rêve se déroule chez moi. Je vis le rêve à la première personne. Il y a la famille, il y a un ours. Il m'a précisé plus tard que sa famille, c'était sa femme. Il y a un ours adulte ou ado. Cette précision est importante. Ensuite, il me précise, c'est un ours brun qui nous fait peur. Il est puissant, sauvage, incontrôlable, mais pas mauvais. Je le sais, je n'en suis pas propriétaire. Mais je sais que je dois le canaliser. Il est très agité, court partout dans la maison et dans le jardin. Ensuite, il nous explique qu'il s'est réveillé. Et ensuite, qu'il s'est réveillé, mais qu'il a essayé, alors il a dû se rendormir, qu'il a essayé de le calmer ou de le faire fuir. Mais il s'est dressé face à lui pour tenter de l'impressionner, pour ne pas qu'il retourne à la maison. Et je pense qu'il lui a fait une chose. En gros, ça n'a pas marché. Alors, je vous répète, donc très simplement, donc Guillaume, dans son rêve, a un ours qui est chez lui. Guillaume est en famille avec sa femme. Et cet ours, il sait qu'il doit le canaliser. Alors vous allez dire quel est le rapport avec les rêves dont je vous ai parlé, avec les 2 rêves précédents. Pour moi, l'ours est une émanation de l'inconscient, comme dans les 2 premiers rêves. Sauf que cette fois, l'ours a pris forme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'était une ombre. Dans le 2e rêve, c'était de la magie noire. Et là, l'ours, du coup, qui s'est matérialisé, vient nous donner beaucoup d'informations sur ce qui sur ce qui est dans l'inconscient. Alors, c'est un ours brun. Ce n'est pas un ours, un ours du pôle Nord, par exemple. Donc c'est un ours brun. Qu'est-ce que c'est l'ours brun? C'est celui qui vit dans la forêt. Et pour moi, le symbole de la forêt, c'est le symbole de l'inconscient. Donc ce qui crée la cohérence avec les rêves précédents. Et l'ours, c'est vraiment le symbole de la puissance sauvage. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas effectivement canalisé, mais qui a une très grande énergie. Et alors, au début, il nous précise que c'est un ours brun adulte ou ado. On reviendra sur ce sujet-là. Et il dit qu'il sait qu'il doit le canaliser. Et pourtant, malgré le fait qu'au début, ils disent qu'ils doivent le canaliser, à la fin, il nous dit qu'il va s'opposer à lui, qu'il va tenter de l'arrêter, qu'il va tenter de le calmer. Et il n'y arrive pas. Donc d'après moi, on est sur cette manifestation de l'inconscient. C'est une manifestation de l'inconscient qui demande à être canalisée. Et donc ça veut dire qu'on est encore une fois sur une manifestation de l'inconscient qui demande à être épousée. Mais cette manifestation qui demande à être épousée, il y a une information, c'est que cet ours est une source d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une source d'énergie qui peut se révéler en épousant cet ours, en se tournant vers lui, et qui va lui servir dans sa vie. Donc on a une information qui est assez importante par rapport aux 2 rêves précédents. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il doit canaliser cette énergie, mais il nous dit cet ours brun, il est adulte ou ado. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous renseigne que peut-être ce qui fait que Guillaume n'arrive pas à connecter à cette source d'énergie inconsciente qui pourrait l'aider dans sa vie, ce que vient nous dire cette information par rapport à ado, c'est que peut-être que lui, dans son adolescence à lui, cette source d'énergie a été réprimée. Elle a été réprimée parce que peut-être qu'il avait trop d'énergie, peut-être qu'on lui a dit à l'école, je ne connais pas la vie de Guillaume, je fais des suppositions, je n'en ai aucune idée, mais peut-être qu'il a été trop énergique à l'école, qu'on lui a demandé de se calmer, peut-être que ses parents lui ont demandé de se calmer, et que du coup il s'est déconnecté de quelque chose d'assez naturel chez lui. Et on est ici sur l'idée que, dans son inconscient se cache ça, qu'il doit se révéler et qu'il doit épouser. Le point aussi qui est important par rapport aux 2 rêves précédents, c'est qu'il est chez lui. Moi, dans mon premier rêve, celui que je racontais, j'étais dans les territoires inconnus, j'étais dans des bâtiments que je ne connaissais pas. Donc ça veut dire que Guillaume a déjà une certaine connaissance de lui-même. Il a une certaine connaissance de lui-même et donc il peut... Et donc c'est quelque chose qui, en fait, c'est quelque chose qui lui appartient. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il est chez lui et que du coup c'est quelque chose qui peut s'offrir à lui. Contrairement à mon rêve où moi j'étais terrifié, je ne sais pas si c'était extérieur à moi. Là il y a quelque chose de très identifié.
qui est d'autant plus intéressant, c'est que du coup, cette ombre qui au début est quelque part un peu informe, avec toi, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière toi, le sort de magie noire, bon, bah, ça n'a pas vraiment de forme. C'est comme si cette ombre et l'inconscient commençaient à prendre une première forme. Et aussi que de manière générale, l'ours va nous relier à tous les rêves dans lesquels on a des animaux qui vont venir faire le lien avec notre force instinctive, avec nos pulsions, avec notre instinct, et aussi cette force animale que l'on craint souvent. On a souvent une crainte en fait de l'animal qui est en nous, c'est-à-dire comme on a été éduqué. C'est un peu l'éducation de la civilisation qui voudrait qu'on soit toujours propre à table, bien assis, avec la serviette autour du cou, quelque part discipliné, alors que l'animal en soi, c'est une pulsion qui, tant qu'elle n'est pas mature, c'est une pulsion brute, c'est une pulsion qui est spontanée, c'est une pulsion qui nous donne aussi beaucoup de flair, mais on a plutôt été éduqué dans la méfiance, finalement, de cette pulsion animale, et aussi parce que l'humain, on se définit comme étant des êtres conscients, et on fait cette distinction avec le règne animal, alors qu'on est d'abord des animaux sociaux, mais des animaux. Alors si on va un peu plus loin sur la notion sur les animaux, c'est les animaux qui viennent dans nos rêves, ça peut être aussi des animaux totems. Et ils viennent tous nous dire des choses différentes, mais ils nous relient à des valeurs différentes. Par exemple, je prends un peu les archétypes un peu classiques, un peu connus. Par exemple, l'aigle, c'est véritablement celui qui vient matérialiser la liberté, le besoin de liberté, par exemple. Mais il y a d'autres petits animaux qui viennent exprimer d'autres choses. Alors on a tendance comme ça à les voir de manière négative. Mais par exemple le rat et la souris. La souris, c'est un besoin de se réfugier, un besoin de se recentrer sur soi, un besoin de protection. Et par exemple, quand on va rêver du rat, finalement, il y a beaucoup de qualités dans le rat. Le rat, c'est un animal qui, quand il a une cible, un morceau de fromage pour caricaturer, il va être capable de garder sa cible et d'être comme ça, un peu s'accrocher à sa cible. Donc il vient nous exprimer des choses très différentes. Mais souvent, on est sur une reconnexion à des qualités, à des éléments de nous-mêmes, et c'est ça que les animaux totems viennent matérialiser dans nos rêves. Alors, on a une petite question et puis on va te laisser poursuivre ta grande histoire aussi avec les autres. La coccinelle, c'est un symbole de chance, beaucoup de chance aussi, on l'appelle la bête à bon Dieu. Et puis, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il voudrait aussi qu'on interprète son rêve. Est-ce que comprendre son rêve, ça nous empêche de le refaire? Alors, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'il y a des compréhensions qui nous permettent de sortir de rêves qu'on dit récurrents. Alors, pour celui qui n'a pas pu envoyer son rêve, c'est pas du tout trop tard, vous pouvez l'envoyer. Et puis, en plus, on a aussi un atelier par Zoom vendredi soir d'interprétation des rêves. Alors, du coup, je vois le message de la femme de Guillaume, donc ça me fait plaisir parce qu'elle dit que mon interprétation, ensemble Alice, résonne très fort pour lui. Donc, bon, ben voilà. Donc, merci de ce commentaire, ça fait plaisir. C'est encourageant pour la suite. Parce que je rappelle que c'est un peu son baptême à Mickaël. Moi, j'ai un peu plus l'habitude. C'est son premier live. C'est mon premier live sur Insta. Son premier live sur Insta. Et moi, je trouvais que c'était vraiment une pépite pour vous de vous montrer aussi sa manière très différente de la mienne d'interpréter les rêves. Voilà, alors tu peux continuer. Là, tu as des très très bons retours et des encouragements. Alors, je vais passer au rêve de Marjorie et vous allez voir qu'il y a une similitude et une avancée. Pourquoi une avancée? Parce qu'en fait, dans mon premier rêve, il n'y avait vraiment rien n'était identifié. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait juste une manifestation de l'inconscient qui tapait à la porte. Et plus on avance, plus les choses prennent forme. Et donc avec le rêve de Marjorie, on est plus avancé et on a pas mal de choses qui prennent forme. Alors je vous lis le rêve de Marjorie. Donc elle allait à Disneyland avec des amis et tout était normal jusqu'à ce que je décide de m'en aller. Alors, il y a quelqu'un qui l'aura accompagné toute la journée, mais elle ne sait pas qui c'est. Tente de me faire rester plus longtemps. Et si bien qu'elle se retrouve à faire 6 fois le même parcours avec des embûches, à chaque fois, et à un moment, elle se fait carrément, littéralement dévorée vivante par des humains. Elle a un sentiment de retour en arrière avec l'impression de s'user. Ensuite, le parc, donc Disney, passe dans la nuit, avec une ambiance différente, et elle est toujours au même endroit. Mais ce ne sont plus les mêmes personnes. Alors, à la fin du rêve, elle décide de se planquer dans un labyrinthe où elle décide d'écrire des articles.
Alors, elle me dit que la suite de son rêve est étrange, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle est bloquée, elle est en contact avec son amie, qui est Ariel, la petite sirène, donc j'espère que vous avez des références en Disney, et qu'elle décide de libérer dans son monde pour qu'elle puisse vivre sa propre vie. Alors, vous allez vous dire, mais quel rapport avec l'ours, l'ombre? Eh bien pourtant, on est bien dans un rapport, on est bien dans une évolution, puisque aussi, contrairement à mon rêve ou au rêve précédent, tout a pris vraiment forme. Et notamment, eh bien, son inconscient a pris différentes formes. Donc elle est à Disneyland avec des amis. Qu'est-ce que c'est Disneyland? Disneyland, ben, c'est un espace, un parc dédié aux enfants. Alors c'est un parc dédié aux enfants, mais ce n'est pas non plus la réalité. Ce n'est pas la réalité de la vie, le parc Disney. En gros, on ne peut pas vivre toute sa vie à Disney, et ça, si par exemple je fais une comparaison alimentaire, c'est comme si on décidait de manger toute sa vie des fraises Tagada. C'est pas vraiment possible. Et donc là, elle est à Disney, et elle est accompagnée de quelqu'un. Mais quelqu'un qu'elle n'identifie pas. Et ce quelqu'un, d'après moi, c'est la manifestation de son inconscient qui tape à la porte. La différence avec les rêves précédents, c'est qu'elle ne le voit pas comme un ennemi. Finalement, Marjorie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le voit comme quelqu'un qui l'accompagne. Donc ça veut dire que c'est intéressant en fait. Alors on l'accompagne, on pourrait parler de guide quand on y croit, mais en gros ça veut dire qu'il y a un travail avec l'inconscient qui fait qu'il y a une forme de conscience et de confiance de cet accompagnement quand on accepte de dialoguer avec son inconscient. Et donc vous voyez que cet inconscient se manifeste de manière beaucoup moins, n'est pas dans la peur. Mais son inconscient, qui est là pour lui montrer des choses, du coup, l'empêche de partir du parc. Et le parc, c'est quoi? C'est le monde de l'enfance. Et donc, son inconscient la ramène dans le parc, et là, ça se passe mal, parce qu'elle a l'impression de revivre toujours la même chose, et elle a l'impression de s'user, et elle a l'impression qu'à un moment, elle se fait même dévorer par les autres humains. De quoi est-ce qu'on parle? En gros, Marjorie, il y a quelque chose qui reste bloqué dans l'enfance. Il y a une partie d'elle qui reste bloquée dans l'enfance, et donc du coup, elle est, ce qu'on pourrait parler de cycle karmique. Ça veut dire que du coup, il y a un enfermement, quelque chose qu'elle n'a pas digéré dans son enfance, qui n'est pas réglé, et il y a un enfermement dans cette enfance qui fait que dans sa vie d'adulte, parce qu'en fait, on est fait pour avoir des vies qui correspondent à notre âge, c'est-à-dire qu'en fait, une vie d'enfant, c'est une vie d'enfant, puis une vie d'ado, puis une vie d'adulte. Et ça veut dire que dans sa vie d'adulte, aujourd'hui, il y a quelque chose, comme il y a quelque chose qui est bloqué dans l'enfance, elle est bloquée dans certains cycles dans sa vie, et elle doit sûrement revivre certains événements qui sont très répétitifs. Alors sur ces événements répétitifs, eh ben, il y a l'indication de ce que c'est. Ce qu'elle dit, en gros, c'est pour dire à quel point les rêves peut-être précis, ne sont absolument pas absurdes, c'est qu'en fait, donc elle vit ces cycles dans son rêve, mais à un moment, elle se fait même carrément dévorer par les autres humains. Donc ça veut dire que dans son rapport, elle, en tant qu'adulte, mais qui n'a pas réglé un problème dans l'enfance, eh bien du coup, elle n'arrive pas à prendre sa place, et sa place, elle se sent dévorée dans sa propre vie, dans sa vie réelle, par les autres humains. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à prendre sa place d'adulte, parce qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué dans l'humain. C'est très intéressant et important comme notion, parce que c'est un peu comme un enfant qui va faire une CP. 6 ans, 7 ans, le CP, c'est une classe qui est normale, en fait, c'est une suite logique. Et puis il y a un âge où ça devient une régression. Et les rêves nous montrent ça, nous montrent qu'il y a des suites logiques en termes d'évolution, et qu'à un moment donné, quand on reste bloqué dans une situation trop longtemps, ça commence par être de la stagnation. Et donc les rêves nous alertent un petit peu, puis à un moment donné où ça devient une régression, et cette régression peut être destructrice. C'est pour ça qu'on se fait dévorer par les adultes, par exemple, dans ce rêve-là. Ce qui est intéressant pour faire le rapport avec le rêve précédent de Guillaume, c'est que le rêve de Guillaume aussi donnait une date. C'est-à-dire qu'en fait, le rêve de Guillaume, qui, donc, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, n'arrivait pas à canaliser l'ours de son rêve, il disait cet ours, il est adulte et adolescent. Et donc en fait, ça marque une date. Ça veut dire que, il y a eu quelque chose de bloqué dans l'adolescence. Et là, avec le monde fantastique de Disneyland, on est bloqué dans l'enfance. Alors je reprends la suite du rêve, puisqu'en fait, donc, elle est dans ces cycles répétitifs, elle n'arrive pas à sortir du parc, et elle se fait carrément dévorer par les adultes, donc elle ne prend sa vie, elle se fait dévorer par les humains, donc elle n'arrive pas à prendre sa place en tant qu'adulte dans sa vie, c'est ce que moi j'irais conclure. Et ensuite, par contre, elle se retrouve dans un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, elle écrit des articles.
Le labyrinthe, c'est le symbole de l'inconscient. Dédale, c'est le symbole de l'inconscient. Et je crois que véritablement, l'inconscient est structuré de manière comme un dédale, avec l'idée qu'effectivement, c'est quelque chose. Le dédale, c'est l'idée, on ne peut pas accéder au centre tout de suite. Mais si on reprend un peu la mythologie, eh ben, au centre du dédale, au centre du labyrinthe, Minos et le Minotaure, il y a le Minotaure au fond du labyrinthe. Ça veut dire qu'on a cette idée, c'est ça qui nous fait peur, c'est penser qu'à l'intérieur de notre psyché, à l'intérieur de notre inconscient, eh ben, il y a la pire des choses, il y a le monstre, la bête, il y a la bête qui est là pour dévorer tout le monde. Et cette peur fait qu'on ne peut pas accéder au centre du labyrinthe de manière directe, on peut y aller de manière progressive. Et là, elle est dans ce labyrinthe, donc elle a fait ce travail de rentrer à l'intérieur de son inconscient, de rentrer dans sa psyché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit qu'elle écrit des articles. Et donc, bah oui, d'après moi, c'est dans l'inconscient que se trouve véritablement pas le Minotaure, pas le monstre et la bête au milieu du labyrinthe, mais véritablement notre richesse. Et ça veut dire que du coup, en mettant en contact avec son inconscient, en étant dans ce labyrinthe, elle produit des articles. Ça veut dire qu'elle va ramener de son inconscient une véritable richesse. Et quand elle n'a pas dit, et elle dit des articles. C'est important le mot article. Pourquoi? Parce qu'elle ne dit pas je vais écrire un journal intime. Non, c'est pas juste un outil d'introspection. C'est qu'en fait, elle a quelque chose à donner. Quand on écrit un article, c'est pour qu'il soit lu par d'autres personnes. Et donc, ça veut dire qu'il y a véritablement quelque chose qui va venir enrichir sa vie en étant en contact avec son inconscient. Et alors, la dernière partie qui lui semble très étrange, et donc une fois qu'elle a écrit ses articles, elle dit qu'elle a une amie qui s'appelle Ariel, et Ariel la petite sirène. Alors, qu'est-ce que c'est Ariel la petite sirène? Eh bien, Ariel la petite sirène, c'est intéressant parce que bon, c'est un personnage de l'enfance, c'est un personnage fantaisiste. Mais Ariel, où est-ce qu'elle est? Elle est dans la mer, dans l'océan. Et le symbole de l'eau, le symbole de l'océan, c'est le symbole de la vie. L'eau, c'est la vie et le féminin. Et donc, eh ben, elle est là dans l'eau. Enfin, je ne précise pas si elle est dans l'eau, mais avec Ariel, on peut imaginer qu'elle est dans l'eau. Et donc, ça veut dire que ça entraîne un recontact avec la vie, avec le féminin. Et moi, j'ai déjà souvent rêvé comme ça que je faisais de la plongée. Et à chaque fois que je rêvais que je faisais de la plongée, j'étais en contact de personnages merveilleux. Ça veut dire que dans ce contact, cette reconnexion avec la vie, avec l'inconscient, eh ben, on peut découvrir à l'intérieur de nous, dans les profondeurs de notre âme, eh ben, on peut découvrir des merveilles que l'on peut donner, qu'on pourra effectivement le faire venir dans notre vie et donner au monde. D'après moi, c'est là que se trouve notre richesse. Et c'est ce qui est illustré par le fait qu'elle est dans le labyrinthe et qu'elle écrit des articles. Et c'est aussi le fait qu'elle se retrouve avec Ariel. Mais elle dit Ariel, elle la libère. Elle libère Ariel, la petite sirène. Et bien oui, puisqu'en fait, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en faisant ce retour à elle-même, en Marjorie, en faisant ce retour à son inconscient, du coup, elle va pouvoir régler ce blocage de l'enfance. Parce qu'en fait, dans le rêve, elle est à Disneyland, elle n'arrive pas à en sortir. Ça veut dire qu'il y a véritablement la solution à sa problématique, et ça veut dire qu'elle va pouvoir se séparer de ce personnage merveilleux, mais qui n'existe pas. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est de reconnecter à notre vie, à ce que nous sommes, et pour être bien dans notre vie. Si je reprends très simplement ce rêve, ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est que dans sa longueur, il montre véritablement un récit complet. C'est-à-dire qu'en fait, au début, Marjorie, elle est dans ce monde merveilleux qui est à la fois qui est merveilleux, mais qui est aussi le problème, puisque ce monde merveilleux, c'est le monde de l'enfance, et on voit très vite qu'elle est bloquée dans ce monde merveilleux. Et donc on voit, comme dans un film, finalement, il y a une problématique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'en fait, dans un film, souvent, il y a une introduction, et puis après, il y a quelque chose qui vient perturber le récit, et on est dans la perturbation du récit, elle reste bloquée dans ce monde merveilleux, et puis finalement, ça commence à se dégrader, parce qu'elle va même jusqu'à se faire dévorer, comme dans un film d'horreur, par les autres humains, et puis finalement, il y a la solution qui apparaît, c'est que dans ce dédale, en reconnectant à elle-même, elle écrit des articles, et donc elle devient productive, maître de sa propre vie, pour pouvoir transmettre quelque chose aux autres.
Et finalement, on a une conclusion comme dans un film, c'est qu'en fait, en libérant Ariel, la petite sirène, eh ben, ça lui permet de sortir de ce monde merveilleux, mais illusoire, bloqué dans l'enfance. Alors là, on a Marjorie en plus qui te répond du coup, Michael, pour ton interprétation, parce qu'elle dit bah waouh, c'est exactement ce que je vis, et parce que Marjorie en plus est en train d'écrire un livre et qu'elle est donc sur la voie de l'exploration de son féminin. Voilà. Donc on ne la connaissait pas, Marjorie. Moi, je ne connaissais pas Marjorie, c'est promis. Et donc la voie de l'exploration de son féminin, c'est véritablement à la fin, quand elle est avec Ariel. L'eau, c'est vraiment le monde, c'est le féminin et le symbole de la vie. Et donc elle écrit un article, et ben ça s'est matérialisé. Elle écrit un livre dans la vie, un article, et donc c'est totalement en cohérence entre les deux. Voilà. Alors la suite. Alors la suite, c'est bien. Alors, on va parler de voiture maintenant. Alors, depuis un ponton, il voit sa voiture sombrer dans l'eau. Alors c'est elle, hein, c'est une femme, je la connais, Nadège, oui. Alors, elle voit sa voiture sombrer dans l'eau. Puis, elle la distinguait totalement sous l'eau. Alors, sans hésitation apeurée, j'ai averti des personnes que je connaissais à l'intérieur d'une salle de réception. Et quelque temps après, elle a vu sa voiture avait été sortie ruisselante de l'eau qui séchait. Alors, le symbole de la voiture, c'est un symbole intéressant. Une voiture, c'est fait pour rouler. Jusque-là, j'ai rien dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas fait pour aller dans l'eau. Et là, la voiture est dans l'eau. Donc la voiture, c'est véritable. Quand on rêve de voiture, généralement, c'est sur un chemin. Et ce que vient nous dire le message avec une voiture, c'est qu'il vient nous donner des informations sur notre chemin. Par exemple, si on est dans une voiture sur l'autoroute et qu'on est bloqué, par exemple, par un contrôle routier, ça veut dire que sur notre chemin, il y a un véritable arrêt. Enfin, je parle en rapport à notre vie, c'est-à-dire que dans notre vie, on se sent bloqué alors qu'on était sur une avancée, par exemple. Mais là, c'est différent parce que la voiture, la personne qui rêve est à l'extérieur de la voiture, elle est sur un ponton et elle voit la voiture qui n'est pas du tout sur une route, mais qui plonge dans l'eau. Donc, on reprend quand une voiture, l'eau, de manière générale, c'est la vie, c'est le féminin, et la voiture, c'est le véhicule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son chemin, qui s'est arrêté et qui a besoin de rentrer en introspection. Il y a besoin de rentrer en soi-même. Il y a besoin de rentrer et d'aller voir, et finalement pour un renouveau. Il y a besoin de ce renouveau un peu comme dans ce qu'on appelle la purification par l'eau. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de rentrer en elle-même et d'aller découvrir d'un nettoyage et puis aussi d'aller découvrir ce qu'il y a dans l'inconscient pour pouvoir reprendre un chemin. Et donc en fait, la personne qui a raconté ce rêve, elle n'a pas peur, elle est sur le ponton, finalement je pense qu'elle l'accepte assez bien, mais elle a besoin véritablement d'une pause. Elle a besoin d'une pause, de s'arrêter dans sa vie. Et il y a une salle de réception à côté, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle arrête les échanges, ça veut dire qu'il faut qu'elle continue à être dans les échanges avec les personnes qui lui entourent, mais par contre il faut une pause dans son chemin. Et son chemin du coup, après c'est le temps, au bout d'un moment, la voiture va remonter, purifier, et sûrement avec des nouveautés, des choses qui vont être réorganisées, avec sûrement des richesses qui vont être connectées. Et puis une fois, donc c'est pour ça qu'à la fin, le rêve, la voiture remonte, elle est ruisselante et elle sèche. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne va pas y avoir de casse. Ça veut dire que très naturellement, elle pourra remonter dans sa voiture et reprendre son chemin. Donc là, ce qui est intéressant par rapport au rêve précédent, c'est que le rêve indique qu'il y a besoin d'une pause. Il y a besoin de s'arrêter et il y a besoin de plonger. Il y a besoin de plonger dans ce qui nous est propre, au fond de l'océan, pour reconnecter à des choses, sûrement notamment du féminin, parce que c'est un symbole du féminin l'eau. Une reconnexion à nous-mêmes pour pouvoir, mais véritablement comme une pause dans la vie pour pouvoir repartir dans la vie après. Là aussi, on reconnecte avec la vertu purificatrice de l'eau, puisque finalement, c'est un phénomène, là, son rêve est assez passif. C'est-à-dire que
elle continue d'échanger, mais elle n'a pas grand-chose à faire. Il y a juste une vertu purificatrice de l'eau. Quelque part, une pause obligée aussi. C'est comme un accident. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix. On n'est pas dans un rêve de libre arbitre où elle a d'ailleurs un choix à faire. C'est vraiment quelque chose qui s'impose. L'inconscient lui impose cette partie. Et ce qui est bien, c'est que dans ce cadre-là, notre rêveuse, elle n'a pas l'air du tout paniquée. Sa voiture qui tombe à l'eau, elle le vit très bien. Donc c'est qu'elle accepte. Ça, c'est très intéressant parce que là, le rêve lui montre que c'est quelqu'un qui accepte la période de nettoyage. Il n'y a pas de résistance. Alors, contrairement à moi, par exemple, dans le premier rêve qui courait pour échapper à mon inconscient, eh ben, on est en une totale acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est une pause utile. C'est une pause utile, il y a besoin de remettre les choses à plat, il y a besoin de purifier, de séparer le bon grain de l'ivraie pour pouvoir repartir sur le chemin. Et du coup, le rêve, il nous montre donc les deux dynamiques, c'est-à-dire aussi bien ce qui est en train d'être processé quelque part, quelles sont les dynamiques de l'inconscient qui sont sous les feux de la rampe, quels sont les schémas et les archétypes qui sont en train de travailler en nous, mais aussi quelle est notre posture par rapport à ce travail. Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des retours arrière? Est-ce qu'on nous demande d'avancer, de faire des choix? Ou bien est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans la fatalité, l'observation, la fluidité? Est-ce qu'on accompagne le mouvement de purification? Est-ce qu'on le bloque? Et ça, c'est très très intéressant d'avoir aussi ce niveau de lecture en nous observant dans le rêve, c'est-à-dire voilà, comme on accompagne le travail de l'inconscient. Il y a eu pas mal de questions aussi, peut-être avant de continuer avec le rêve de Maya, sur l'inconscient. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on dit la forêt, c'est l'inconscient, l'eau, c'est l'inconscient. En fait, c'est sûr que, bonsoir les allumettes, tout est l'inconscient. À partir du moment où on fait le travail sur les rêves, le rêve, par définition, c'est de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? En fait, ce sont des angles morts. C'est vraiment quelque chose que l'on ne voit pas. Donc, par définition, l'inconscient vient toujours nous donner, tu pourras donner ta définition aussi pour la tienne, on a souvent des définitions qui sont très complémentaires. L'inconscient, c'est une partie, c'est un angle mort, c'est vraiment la partie de nous qu'on ne voit pas, et donc les rêves et les messages de l'inconscient viennent nous donner des informations, de vérité que l'on ignore de nous. Donc souvent, ce sont des moments de révélation. C'est pour ça que les rêves nous paraissent abscons, nous paraissent vraiment mystérieux. Parce qu'en réalité, c'est le langage, grâce au symbole de l'inconscient et de notre âme, qui vient se manifester à nous. Et non pas en nous disant au stricto sensu ce qu'on doit faire, mais qui nous disent plutôt où on en est dans notre vie, quelles sont les dynamiques à l'œuvre, quels sont les thèmes prioritaires et voilà, dans quelle direction ça va, ou alors qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui nous encombre. Alors, pour moi, il y a deux mondes. Il y a le monde du conscient et le monde de l'inconscient. Ce n'est pas des mondes qui s'opposent, sauf quand on les oppose. Et le monde de l'inconscient, c'est ce qui n'est pas encore révélé sur nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas encore. Et donc, d'après moi, le fonctionnement normal, c'est une énergie qui circule des deux côtés. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie doit circuler librement de chaque côté et il y a librement entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que les choses qui doivent se révéler, elles doivent passer dans le conscient. Et donc, il doit y avoir une circulation de l'un vers l'autre. Et puis, il y a aussi des expériences qu'on a accumulées dans notre vie qui doivent finalement, une fois qu'elles sont traitées, elles repartent dans l'inconscient. Et donc, d'après moi, il doit y avoir une libre circulation entre les deux. Et il y a plein de façons de connecter notre inconscient. Ça peut être la psychanalyse, bien sûr. Ça peut être tous les outils ésotériques et d'introspection qui nous apprennent à nous révéler nous-mêmes. Mais le rêve est un outil vraiment pour aller explorer l'inconscient. Alors, bien l'inconscient, il peut y avoir plein de choses. C'est en fonction des croyances de chacun. Est-ce que c'est l'inconscient freudien ou est-ce que psychanalytique, j'ai envie de dire? Ou alors, est-ce que c'est un rapport à notre âme et un rapport à notre essence? Ça, j'ai envie de dire, chacun le voit comme il le veut. D'après moi, l'idée, c'est que ça doit circuler entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui doivent se manifester, et il y a des choses qui doivent être un peu enregistrées dans notre inconscient. Et si je reviens sur mon premier rêve, ce qui venait indiquer, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que moi, dans ce rêve que j'ai fait pendant 10 ans, ce qui m'expliquait, c'est que mon inconscient, il voulait transmettre des choses, il voulait révéler des choses, mais j'étais véritablement quelqu'un de très concret, vraiment élevé dans ce que je crois, ce que je vois, et donc tout ça, c'est des bêtises, c'est des conneries, et donc j'écoutais absolument pas, et donc ça c'est quelque chose que mon inconscient tapait à la porte, et je n'écoutais pas, et je peux vous dire que ma vie s'est véritablement obscurcie. Ma vie s'est obscurcie, et du coup, c'est encore une fois des croyances, en ferez ce que vous voudrez. Mais je crois que quand on n'écoute pas notre inconscient, je crois que il y a beaucoup de choses, on va être bloqué sur notre chemin de vie, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas grandir, et du coup, la vie va se refermer sur nous-mêmes. Et donc, le rêve, d'après moi, c'est juste un outil pour aller communiquer, en fait. Donc là, on a parlé beaucoup
d'inconscient et de mécanismes de communication qui ne fonctionnaient pas très bien. Et là, maintenant, on est rentré avec le dernier rêve, par exemple avec le rêve de Ariel, la petite sirène, où finalement, ça fonctionne assez bien. Ça veut dire qu'en fait, finalement, dans le rêve avec Ariel, l'inconscience est manifestée par quelqu'un qui l'accompagne comme un guide, et finalement, ça veut dire qu'il y a une évolution. Ça veut dire que quand on est en dialogue quand il y a finalement une énergie qui circule entre le conscient et l'inconscient, il y a une évolution de l'être qui fait que on est sur un cercle virtueux qui fait qu'on peut grandir. On peut grandir et évoluer, et les choses s'enregistrent et évoluent et sont révélées de manière comme ça, récurrente, et on est plus en accord avec nous-mêmes. Alors, le rêve de Maya? Alors, le rêve de Maya. Alors, ce qui est intéressant dans le rêve de Maya, c'est que Katia, tu es dedans. Oui. Voilà. Donc, comme ça. Donc vous connaissez, j'ai appris que vous vous connaissiez. Oui. Alors, donc en fait, Maya, elle est dans sa cuisine. Donc elle est avec Katia dans sa petite cuisine. C'était pas rangé. Il y avait des sacs poubelles blancs fermés et des légumes dans cette cuisine. Comme si elle venait de rentrer du marché de Barbès, et elle avait fait le plein de fruits et légumes. Une grappe de raisins verts sortait du frigo entrouvert. Elle dit que ce détail était frappant. Et donc Katia venait lui offrir un vase assez fin en porcelaine mauve et pas très grand. Il y avait des fleurs de couleur mauve. Donc sur ce vase, il y avait aussi des fleurs de couleur mauve. Alors je ne sais pas si c'est sur le vase ou dedans, mais en tout cas il y a des fleurs de couleur mauve. Et Maya précise qu'elle trouvait ce vase et ces fleurs très jolies. Alors là, on est sur quelqu'un qui, du coup, a fait un véritable cheminement dans la connaissance d'elle-même et dans la connaissance de ce qu'il y avait dans son inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout est matérialisé. Ça veut dire qu'en gros, là, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de personnage qu'elle ne connaît pas. Et donc, en fait, les choses sont très précises. Alors, moi, j'ai conservé cette démarche analytique. Je commence pour savoir où est-ce qu'elle est. Donc, en fait, elle est chez elle, dans sa cuisine. Rêver de la cuisine, c'est pas la même chose que si le rêve s'était déroulé dans la chambre, par exemple, ou dans le salon. Elle aurait pu très bien être en train de cuisiner, par exemple, et déposer ses courses dans le salon. Mais là, non, elle est dans sa cuisine. La cuisine, c'est un lieu où l'on mélange les ingrédients pour en faire des recettes, pour cuisiner. Et généralement, quand on cuisine, de manière normale, on cuisine pour soi et aussi pour les autres. Donc, on donne à manger aux autres. Donc, ça veut dire que l'on donne quelque chose. Et l'idée, c'est que, de manière symbolique, les ingrédients qu'on va sélectionner et les plats que l'on va concocter, c'est qu'on va donner quelque chose de personnel. Donc, d'après moi, la cuisine, le symbole de la cuisine, c'est le lieu du don. Mais ça veut dire que c'est là qu'on va comprendre, dans les rêves, on rêve de cuisine, ce qu'on a véritablement à donner aux autres de personnel. Quelque chose qui est en rapport avec nous-mêmes, qui est essentiel. Et donc, elle est dans sa cuisine, et d'après moi, on parle de ça. On parle de ce que Maya a à donner, de manière générale, aux autres dans la vie. Mais tout ça n'est pas encore très bien identifié dans le rêve de Maya. C'est-à-dire que Maya, elle n'est pas très loin de trouver ce qu'elle a à donner aux autres. Mais du coup, je vais expliquer pourquoi. Donc, elle se trouve avec Katia, donc j'ai décortiqué la cuisine, mais il y a tout de suite, il y a le personnage de Katia. Donc, si dans le rêve avec Ariel, il y avait un personnage à un moment qu'elle n'avait pas identifié, et bien du coup, là, le personnage qui émane de son inconscient, mais qui la guide aussi, et ben, elle est matérialisée sous la forme de Katia. Alors, Katia, c'est quelqu'un qui, du coup, la plupart des gens connaissent Katia. Elle est habillée en mauve, d'ailleurs, comme les fleurs dans le rêve. C'est pas fait exprès. C'est quelqu'un qui transmet, qui est dans le don. Ça veut dire qu'en fait, elle est dans le don, elle écrit des livres, elle fait des formations, elle fait des Insta Live, elle vous présente des mecs bizarres qui vous interprètent des rêves. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans le don. Et donc, Katia a trouvé sa manière de donner, et c'est d'après moi ce que Katia vient symboliser dans le rêve. Donc, ça veut dire que Maya, dans sa cuisine et avec Katia, est là pour trouver ce qu'elle a à donner aux autres. Et on vient juste lui dire où elle en est dans sa vie. Et donc, elle est avec Katia, mais par contre, on nous explique que sa cuisine n'est pas rangée. Donc, sa cuisine n'est pas rangée, ça veut dire qu'en gros, dans sa vie, de manière générale, par rapport à ce qu'elle a à donner, tout n'est pas encore clair. Les choses n'ont pas encore pris leur juste place. Donc, la cuisine n'est pas rangée, et par contre, il y a des sacs poubelles blancs fermés.
Et donc ça veut dire qu'elle a aussi éliminé certaines choses. Elle a fait le tri. C'est-à-dire qu'elle a fait le tri de ce qui n'était pas bon, de ce qu'il ne fallait pas donner aux autres. Elle les a mis dans les sacs blancs. Ça veut dire que c'est en gros, les sacs blancs, il y a une notion de pureté. Ce n'est pas des sacs dégoulinants qui sentiraient mauvais. C'est des choses dont elle a fait le tri. Elle a pris s'en séparer, très simplement. Et ça ne va pas venir la polluer. Juste, elle a mis les choses au clair. Et il y a un sac blanc fermé. Et il y a des légumes. Il y a beaucoup de légumes dans cette cuisine. Donc, des légumes, ça veut dire que c'est... les légumes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce avec quoi elle va cuisiner. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà, en gros, elle a déjà identifié les choses qu'elle a données. Mais si elle n'est pas encore en train de cuisiner, c'est qu'elle ne sait pas encore comment elle va les arranger, les aménager pour pouvoir l'offrir au reste du monde. Moi, j'aime beaucoup aussi l'histoire de la grappe de raisin vert parce que c'est un peu l'énergie aussi avec Maya. C'est vrai que la cuisine, la grappe de raisin, un peu comme une corne d'abondance, on a le sentiment aussi. C'est cette magnifique métaphore quand on a dans sa cuisine, on vient de rentrer du marché, c'est plein de couleurs. Moi, je trouve qu'il y a une abondance. On imagine que chez Maya, il y a vraiment une abondance de dons et de choses à donner, que c'est en place. Et puis, on peut presque imaginer aussi une générosité, moi qui la connais. Il y a une grande générosité aussi dans la personne de Maya. Alors effectivement, il y a une notion d'abondance avec tous ces fruits et légumes. Alors tout n'est pas encore tout à fait en place, que tout n'est pas encore rangé, mais elle vous identifie ce raisin, c'est le seul légume ou fruit qu'elle identifie véritablement très bien. Et ce qui est intéressant, c'est le raisin, elle n'a pas décrit une pêche, elle a décrit le raisin. Pour moi, le raisin, c'est vraiment quelque chose de juteux, c'est quelque chose de riche, mais c'est avec le raisin qu'on fait le vin. Et le vin, on est dans un rapport, d'après moi, au sang. Et donc, on est sur un rapport à l'esprit. Ça veut dire que, qu'est-ce que Maya a à donner ? Et bien, la réponse, elle est d'après moi dans ce raisin. Ça veut dire qu'elle a quelque chose à donner qui est de l'ordre de l'esprit. Et de l'esprit, ça peut être de l'ordre du spirituel. Alors, toi qui la connais, je ne sais pas, tu me diras si c'est juste ? Oui, complètement. Et donc, on n'en a pas parlé avant. Je vous assure, on n'en a pas parlé. Et donc, elle a quelque chose à donner de l'ordre de l'esprit. C'est-à-dire que c'est ça qu'elle a à donner, c'est ça qu'elle a d'essentiel à donner. En plus, elle marque son frigo est entrouvert et ce détail était frappant. Donc oui, c'est parce que c'est un détail important. Et donc Katia vient lui offrir un vase, un vase avec une forme un vase assez fin en porcelaine. Donc c'est important, c'est pas un vase qui aurait été manufacturé. Donc la porcelaine, c'est un savoir-faire. C'est pas un vase Ikea. La porcelaine, il faut savoir que dans l'histoire, c'est quelque chose qu'il a fallu apprendre, c'est quelque chose qui vient de loin, il a fallu s'approprier, c'est un vrai savoir-faire, c'est de l'artisanat. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, en gros, il y a une forme de glaise, c'est un travail de la glaise, la porcelaine. Donc ça veut dire que de cette glaise, de la terre, et en mélangeant différents ingrédients, c'est presque de la chimie de faire de la porcelaine. Et donc ça veut dire que du coup, de cette matière informe, on peut faire des choses magnifiques avec de la porcelaine. Et c'était véritablement un symbole de richesse à l'époque. Et de raffinement aussi. Et de raffinement, exactement. D'ailleurs, c'est vraiment le symbole dans son rêve. On voit aussi qu'elle accède, parce que le vase, c'est une forme aussi du féminin. Tout à fait. Et puis à accéder vraiment à ce féminin qui est déjà prédéfini par la forme du vase, comme vraiment le calice. Et puis on retrouve aussi cet élément spirituel que tu évoquais avec la couleur mauve. La couleur mauve et des fleurs de couleur mauve, où là, quand on connaît un peu la logique des chakras et les énergies, les couleurs des énergies selon les parties du corps, le mauve, le violet, c'est des couleurs qui vont évoquer très simplement la vie spirituelle. D'ailleurs, avant, les prêtres avaient souvent en fait des tenues qui étaient violet foncé. On en trouve encore, je crois, en Italie, où les tenues de prêtres sont violet foncé. C'est une des couleurs les plus spirituelles. Alors du coup, Katia a répondu à justement la couleur mauve. La couleur mauve vient renforcer le côté spirituel que je décrivais dans le vin. Et donc en fait, c'est une couleur mauve qui est très présente. Elle vient renforcer l'idée que ce qu'elle a à donner, si elle avait des doutes, c'est véritablement quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. Et donc ensuite, elle dit, en voyant les fleurs, elle dit qu'elle les trouve super jolies. Mais en fait, ce qu'elle trouve super joli, il faut bien comprendre que c'est elle-même. C'est elle-même, parce que dans un rêve, d'après moi, tout est nous. Tout est nous dans un rapport à nous-mêmes. Et en fait, même Katia est une expression de Maya. Et donc, ça veut dire que si on met tout ça, elle associe ce raisin avec ses légumes et qu'elle donne ce qu'elle a à donner, son regard à elle-même va véritablement évoluer pour aller vers, elle va pouvoir se trouver super jolie.
Voilà. Un beau rêve. Bah oui, très beau rêve. Maya, merci pour cet envoi. Alors, le rêve de Madame B. Alors, c'est donc Madame B. Elle était en haut dans le ciel, sur les nuages, et il y avait une très longue tablée avec beaucoup de monde qui me parlait. Et elle a été invitée, j'étais invité, toute famille, ok, bon, été invité pour y aller. Ça respirait l'amour, le bonheur, c'était magnifique. Alors, il buvait du vin à table, et une dame lui a répondu, ce n'est pas du vin, c'est le sang du Christ. La table était infinissable, une longueur qui ne s'arrêtait pas. Et elle ressentait la paix et un amour intense. Donc je reprends. Donc en fait, Madame B est dans le ciel. Il y a une immense tablée. Il y a une immense tablée et on lui propose de venir. Et les gens boivent du vin et on lui propose de venir partager ce vin. C'est un immense sentiment de paix. Et on lui répond que le vin, c'est le sang du Christ. Donc on est un peu plus loin que le rêve précédent, c'est-à-dire que, on avait le raisin. Le raisin, c'est ce qui permet de faire le vin. Le vin, c'est le symbole de l'esprit et du sang. C'est très lié. Et donc là, on est sur le sang du Christ. Ce dont, d'après moi, parle le rêve de Madame B, on parle de communion. C'est-à-dire qu'en fait, on invite Madame B à rentrer en communion avec elle-même et avec toutes ses qualités. C'est-à-dire qu'on l'invite à se rencontrer, à venir vraiment, donc elle les a identifiés, parce qu'il y a déjà des âmes, il y a toute une famille qui est là. Donc en fait, Madame B est allée un peu plus loin dans la définition d'elle-même. Et en fait, du coup, on l'invite à rentrer véritablement en communion, à faire corps, à épouser en fait toutes les dimensions de son être. Et donc, on lui demande de venir communier. C'est d'après moi le symbole avec le sang du Christ. La problématique que je vois dans le rêve de Madame B, c'est que tout ça se passe dans le ciel. Et d'après moi, la problématique, c'est que l'idée, c'est pas juste de communier dans le ciel, c'est de revenir dans l'humain et de se dire, voilà, une fois que j'aurai communié avec toute cette facette de moi-même, comment je vais pouvoir donner ça autour de moi, comment je vais pouvoir tout donner ça aux autres pour être utile à moi-même et utile aux autres, et pouvoir être dans un système d'échange. Et le fait qu'elle soit bloquée dans le ciel, d'après moi, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à résoudre pour Madame B. Oui, alors c'est vrai que ça peut être un peu perturbant parce qu'il y a des rêves dont on a l'impression qu'ils nous donnent un message qui est positif. Et dans les rêves, il faut être aussi très attentif aux illusions qu'on peut avoir et notamment de bien veiller à ce que le rêve maintienne l'harmonie entre les énergies qu'on va appeler les énergies célestes, les messages que l'on peut recevoir, et la nécessité de rester les pieds au sol et vraiment de venir intégrer les messages. Et le fait que cette communion se fasse dans le ciel, elle est aussi l'indicateur qu'il y a quelque chose vraiment à redescendre et à ramener dans la matière. Et que la communion, cette invitation à la communion christique, qui est aimez-vous les uns les autres, c'est aussi une manière de dire que cette grande tablée, ça peut être une manière vraiment de l'inviter à amener cette notion de convivialité et de rencontre dans la simplicité et pas uniquement dans la recherche spirituelle. Alors du coup, on va passer au rêve. Alors j'ai fait une bêtise j'ai pas noté son nom. C'est pas grave, je pense qu'elle va se reconnaître. Elle va se reconnaître. Ah, c'est Yasmine. Yasmine, parce que tout le monde n'a pas rêvé de Neptune, donc oui, en fait. Celle qui l'arrive. D'accord. Donc en fait, Yasmine a rêvé de Neptune, la planète bleue, et il y avait une image gigantesque devant Yasmine, portée par une structure en bois et dans un lieu clos, comme un musée. Je volais devant cette image en faisant des saltos arrière. Et je me sentais trop bien avec un sentiment de paix et d'amour inconditionnel auquel invitait cette planète. Et le lendemain, en cherchant donc dans la vie réelle, en cherchant plus de sens, elle a trouvé que la nuit de son rêve, c'était le dernier jour de rétrogradation de Neptune. Alors, il faut savoir que les planètes, juste pour information, elles vont dans un sens et qu'à certains moments, elles vont en arrière. On appelle ça une rétrogradation. Et donc, dans la vie réelle, elle a vu que son rêve peut-être potentiellement était lié à la rétrogradation de Neptune, mais Michael propose une autre signification. Non, D'accord. Non, pas de la rétrogradation du rêve lui-même.
Elle faisait le lien entre le rêve et la rétrogradation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un peu plus loin, parce que là, bon, du coup, Yasmine. Oui, elle est là d'ailleurs, elle nous écoute. Bonjour Yasmine. Donc Yasmine, il y a une connexion qui se fait dans ton rêve, un peu comme le rêve précédent, où il y avait une forme d'une invitation à la communion. Toi, en fait, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait dans ton rêve avec la planète bleue. Donc la planète bleue, ben, on est encore, comme j'ai dit précédemment, la planète bleue, c'est l'eau. L'eau, c'est une connexion, c'est la vie et c'est le féminin. Et donc, il y a cette connexion, et en fait, du coup, tu as une structure en bois, et il y a une gigantesque image portée par une structure en bois. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces 40 000 images? C'est un message. Et l'idée, c'est quoi? Un panneau publicitaire, par exemple, c'est un message. Donc, il y a l'idée que tu as la possibilité d'aller connecter à des choses qui sont lointaines, qui sont de l'autre côté du miroir, et que tu peux, du coup, les ramener comme sous forme de message. Et en fait, du coup, ben, quand tu... et du coup, ça te rend très heureuse. Ça te rend très heureuse parce que dans ton rêve, tu fais des saltos arrière, tu nous expliques. Donc en fait, il y a quelque chose qui te dit qu'il y a quelque chose qui fait que ça te rend... En tout cas, il y a un véritable désir d'être capable de faire ça. Et que ton rêve, en gros, te montre que c'est possible. Et donc, bah, du coup, bah, tu fais des saltos arrière, tu es très heureuse, et puis tu ressentais la paix et l'amour. Et puis le lendemain, tu te rends compte qu'effectivement, bah, il y avait un lien avec la réalité. Et donc, tu as bien ramené un message. Donc, l'idée, encore, pour faire le lien avec le rêve précédent, c'est en gros, qu'est-ce que tu vas en faire dans ta vie? Ça veut dire que faire un rêve qui t'indique une possibilité, il faut le ramener dans la vie. Et il faut être capable de... on est sur, encore une fois, l'idée de donner quelque chose. Et donc, c'est à toi, Yasmine. Alors, je ne sais pas si Yasmine elle est dans cette démarche de vouloir ramener... Alors aujourd'hui, elle est photographe. Mais elle a peut-être d'autres dynamiques que je ne connais pas. Ce qui est très intéressant aussi, c'est simplement de se remettre en plus dans la définition de la planète Neptune. Donc d'abord, la planète Neptune, bien sûr, c'est une planète qui est transpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle impacte souvent les énergies qui sont des énergies collectives. Et sur un nombre d'années qui est de l'ordre d'une plus d'une cinquantaine d'années, je ne me souviens plus exactement pour Neptune. Et elle est en ce moment d'ailleurs dans son signe, elle est dans le signe des poissons. Mais surtout, la planète Neptune, dans ce qu'elle vient nous faire travailler, elle vient nous faire travailler l'amour inconditionnel, l'amour transpersonnel, mais aussi beaucoup les illusions et les attachements. Et donc, ça peut être très intéressant de voir aussi et là, il aurait été intéressant d'avoir les autres rêves des jours après pour voir quel était le message de Neptune. Parce que Neptune va nous ramener aussi bien le travail avec l'image que tu vois, qui peut être le travail avec la photographie, le travail avec le cinéma et la télé, c'est gouverné par Neptune, mais aussi il peut y avoir tous les attachements, toutes les illusions et tout le travail sur parfois les délires mystiques ou les croyances religieuses. Et Neptune vient nous aider à faire une remise en question de ces dynamiques en soi. Donc là, dans ce type de rêve, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir les rêves qui suivent. Alors, ce qui est intéressant dans ce rêve, c'est qu'effectivement, ce qui est sûr, c'est que ton rêve vient matérialiser un désir très fort de ramener des messages de l'au-delà. Derrière le miroir, il y a véritablement, je pense, une véritable appétence, une véritable envie. Après, savoir comment le ramener dans l'humain et savoir si c'est une réalité, vraiment, que tu peux ramener dans l'humain et en faire quelque chose, ou alors c'est une illusion. Et après, il faut confronter en fait ce que tu as rêvé à la réalité. C'est là-dedans qu'on trouve la vérité. En tout cas, il y a un message qui est ramené qui est assez clair. Si on reprend le cheminement de tous les rêves qu'on a faits, on est véritablement au début, on parlait beaucoup d'inconscient, et là on voit qu'on est sur des choses sont beaucoup plus matérialisées. En fait, on est sur un inconscient qui s'exprime assez librement et qui vient matérialiser des choses. Dans le rêve, il y a 2 rêves précédents, on était sur la cuisine avec des ingrédients, avec des gens qui vont pouvoir se servir de choses très personnelles pour donner. Là, les rêves précédents, on parle de communion, et vous voyez qu'on est sur des choses beaucoup plus précises et qui sont véritablement, qui aident à l'avancement de l'être qui a rêvé et qui vont avoir une utilité, qui peut avoir une utilité dans la matière, qui permettent véritablement de reconnecter à notre quotidien quand on accepte de regarder l'autre côté du miroir, quand on accepte de regarder le côté de l'inconscient, le sujet dont on a parlé au début. Il reste un dernier rêve. Ah oui, l'Olivier. L'Olivier. Très beau rêve. Alors c'est un rêve assez court, il a été fait par Marine. Alors, dans son rêve, Marine, elle prend soin d'un bébé qui était elle-même. Donc elle se rêve d'elle-même sous forme de bébé, elle lui donnait beaucoup d'amour. Puis on lui demandait d'aller s'asseoir sous un olivier. Et c'est tout.
Alors, c'est un rêve très court. C'est un rêve très court, mais alors, on est sur, comme dans le deuxième rêve que j'ai interprété, dans le deuxième rêve que j'ai interprété, il y avait 2 enfants. Donc là, on a un enfant, mais cette fois, c'est différent. Ça veut dire qu'en fait, elle sait que cet enfant, c'est elle-même, et on lui demande d'en prendre soin. Donc il y a l'idée, cette fois, il y a l'idée de prendre soin de soi-même. Alors, je vais vous donner une définition du bonheur, je l'ai donnée 3 fois aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a plein de définitions du bonheur. Moi, je crois qu'une des définitions du bonheur, c'est d'être capable de prendre soin de soi. C'est quelque chose on croit très simple, mais c'est pas facile de prendre soin de soi. Ça veut dire qu'être capable de sortir de tous nos devoirs, tous les devoirs qu'on a à faire dans notre vie. Et depuis petit, on nous impose des devoirs. Un enfant, on lui dit qu'il faut qu'il fasse ses devoirs. Et à la fin, notre vie devient un immense devoir. Et puis, une fois qu'on a fini notre devoir, qu'on est sorti du travail, on rentre le soir à la maison et on allume Netflix. Et puis, on dort devant Netflix. Et donc, du coup, on n'a jamais pris soin de soi et on ne sait plus du tout ce que c'est que de prendre soin de soi et de revenir à soi. Et en fait, je crois que moi, le bonheur, il est dans cette capacité à prendre soin de soi. Et donc, ça passe par un rapport au corps, un retour au corps, ça passe à un retour d'essence, une capacité à s'occuper de soi, ce qui ne veut pas dire qu'on peut s'occuper de sa vie aussi, mais à prendre véritablement soin de soi. Et c'est une invitation qui lui est faite dans ce rêve à prendre soin d'elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle prend soin de ce bébé qui est elle-même, et du coup, on la ramène au pied d'un olivier. Et alors, qu'est-ce que c'est l'olivier? C'est véritablement, l'olivier, c'est un des symboles de l'arbre de vie. Il y a plusieurs symboles comme ça de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance, qu'on trouve dans la Kabbale ou simplement dans la Bible, dans la Genèse. L'olivier, c'est véritablement un symbole de richesse. Et donc, ça veut dire que si elle prend soin d'elle-même, elle va pouvoir connecter à sa propre richesse. Alors attention, quand je parle de richesse, je ne parle pas forcément de pécunier, même si ça peut être aussi ça, mais c'est vraiment sa propre richesse à elle, quelque chose qui va du coup lui apporter, elle ressent beaucoup d'amour, et qui du coup va pouvoir aussi irradier dans la vie. Alors on a vu, tout à l'heure on a vu le symbole du raisin, du fruit, et là l'olivier, je disais que c'était l'arbre de vie, alors c'est l'arbre originel. Il y a plusieurs symboles, il y a plusieurs fruits de l'arbre originel. Par exemple, on parle du pommier, mais on ne sait pas en fait si véritablement c'est le pommier dont on parle dans la Bible. Il y a différents arbres fruitiers. Il y a le grenadier, par exemple, où il y a le figuier. Le figuier. Et ça vient à chaque fois exprimer des choses différentes. Par exemple, si on compare l'olivier et le grenadier, la grenade, c'est autre chose. La grenade, par exemple, vient exprimer une très grande richesse, comme l'olivier, mais différente. C'est-à-dire que la grenade, c'est un fruit, quand on le coupe en deux, il y a une très grande diversité qui s'exprime. Et ça serait, si on rêvait, par exemple, d'un grenadier, on rêverait d'une grande diversité, d'une richesse, mais qui serait par la multitude. Alors que l'olivier, c'est autre chose. L'olivier, c'est déjà un arbre qui pousse véritablement, c'est un arbre qui pousse au soleil. Et c'est un arbre qui pousse au soleil, et l'huile, on est vraiment dans quelque chose on est vraiment dans un rapport à la lumière et dans un rapport au divin. Par exemple, on est en ce moment, dans le judaïsme, on est en plein Hanouka. Alors la symbolique de Hanouka, en fait, c'est que pendant l'inauguration, même si on ne parlait pas de l'inauguration, du temple de Salomon, en fait, Dieu a béni les huiles donc, sur lesquelles on mettait une flamme, et a béni les huiles, et les huiles ont brûlé pendant une semaine. Elles auraient dû brûler pendant 1 heure. Et en fait, la flamme s'est maintenue, la lumière s'est maintenue pendant 1 semaine. Et donc l'olivier, on est ce rapport à l'huile. À l'huile divine, on est ce rapport à la lumière, à la bougie, à la lumière. Et donc à quelque chose qui est moins dans la diversité que la grenade, par exemple, mais qui est sur quelque chose de concentré, de lumineux et dans le rapport au divin. Et donc, elle s'assoit auprès de cet olivier, et là, à travers de l'olivier, ça décrit un peu la richesse que va trouver Marine en prenant soin d'elle-même. Voilà.
Alors, et j'ai vu plusieurs commentaires, on n'a pas pu évidemment interpréter tous les rêves, on en a pris certains, il y en a eu quelques-uns qui nous sont arrivés un peu plus tardivement et c'est vrai que c'était un peu long. Alors déjà, en plus, on a fait là un peu plus d'1 heure. En tout cas, ce qu'on voulait, d'abord, je voulais vraiment vous introduire Michael, parce que je trouve qu'il a une très très grande richesse dans l'interprétation des rêves. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça, j'étais sûre que ça allait aussi beaucoup vous plaire. J'ai vu vos commentaires et je vous remercie, c'est très encourageant. J'aurais aimé prendre des photos pour lui, pour qu'il les lise tous et pour qu'il puisse être très content de ce qu'il a partagé ce soir. Alors évidemment, d'abord, dans un premier temps, le replay sera disponible dans mon espace, vous allez pouvoir le retrouver. Deuxièmement, on vous propose une soirée exceptionnelle pour aller plus loin, puisque les rêves, donc, ce sont vraiment des outils exceptionnels. Hein, c'est, comme disait Freud, c'est la voie royale qui mène à l'inconscient. Et vous l'avez vu ce soir, quand on sait décrypter les rêves de manière très précise, ça nous emmène très très loin dans la guérison et l'évolution individuelle. Donc on vous propose une soirée Zoom vendredi soir, 3 heures d'atelier. Donc pour ça, vous pouvez simplement nous envoyer un message. J'ai donné toutes les informations sur l'un de mes posts, mais vous m'envoyez un message, vous m'écrivez. Vous avez mon adresse mail dans ma bio. Donc c'est vendredi soir de cette semaine. Ça, c'est la première chose. Alors ce sera vraiment là, ce sera en direct. Du coup, on sera en Zoom, donc les personnes pourront me raconter leur rêve en direct ou me donner à l'avance comme ils veulent. Mais il y aura du coup une interaction. On sera beaucoup plus en rapport avec le quotidien. Là, j'ai interprété sans connaître les personnes. Bon, en Katia, on connaissait quelques-uns, mais j'ai pas de rapport avec leur réalité. C'est toujours agréable de savoir que c'est en rapport avec ce qu'ils vivent. Mais là, du coup, on pourra vraiment creuser cette partie-là, voir quelles conséquences et quelles conséquences ça a sur la vie réelle, la vie du jour, et quelle implication ça a et quel changement ça peut entraîner. Ça veut dire que cette interprétation des rêves pour vendredi soir, pour l'atelier Zoom, on est vraiment dans une dynamique de guérison et d'évolution. Donc ce sera des clés qui seront très personnelles, avec une interaction très précise avec chacun et chacune des participants qui voudront voir un de leurs rêves interprétés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez pouvoir trouver aussi, Michael est en train de créer une formation qui est déjà en ligne. Ça, c'est vraiment la pépite. Je suis très, très contente en fait de la partager. Donc, il vous a conçu une formation exprès, parce qu'il l'a designée aussi sur mon espace. Donc, vous allez retrouver dans Teachable. On est vraiment sur une formation qui est complète. Il va livrer 10 ans aujourd'hui de parcours personnel et d'interprétation des rêves. Alors, en plus, dans le parcours de Michael, et donc il est de formation ingénieur, donc il a vraiment et cette approche ésotérique et aussi la précision chirurgicale, analytique et scientifique en fait de l'interprétation des rêves. C'est-à-dire qu'il vous partage quelque part une formation qui est une science des rêves et dans laquelle vous allez retrouver étape par étape toutes vos clés avec aussi des interprétations des rêves. Donc comme dans Teachable, pour celles et ceux qui connaissent, vous pouvez poser des questions, vous allez pouvoir partager vos rêves, il y répondra. Voilà, je vous laisse regarder ça en détail. Toujours, vous avez le lien dans ma bio. Oui, ou dans katiaboukchiche.com, donc www.katiaboukchiche.com, et le lien est aussi dans ma bio pour aller sur le site. En tout cas, et nous, c'était un super bonheur pour nous de faire, c'est une première en binôme, vraiment. Moi, j'étais trop contente de vous le présenter. Je le dis 3 fois parce que c'est vraiment, ça circule au niveau du cœur. C'est vraiment quelqu'un que je connais depuis des années. C'est un grand ami et c'est une joie pour moi de vous donner accès aussi à une vision qui est très différente de la mienne pour le coup et en même temps très complémentaire avec une lecture des énergies plus masculines. Et voilà, donc vous n'hésitez pas à partager, à nous envoyer vos commentaires. On vous retrouve, pour tous ceux qui le souhaitent, vendredi soir pour une super soirée. On va prendre tout le temps d'aller dans l'interprétation des rêves de chacun. On va descendre avec vous en détail et avec un bonheur aussi de vous aider vraiment toutes nos connaissances et nos compréhensions. Voilà. Alors, juste un petit mot pour conclure. Par rapport, vraiment vendredi, ce sera vraiment l'interaction et c'est de voir ce que ça entraîne dans votre vie. Et au niveau de la formation, l'idée, la philosophie de la formation, c'est vraiment de rendre très rapidement autonome pour l'interprétation de vos rêves et les rêves des autres, en fait. À savoir, c'est pas du tout un dictionnaire, une encyclopédie du symbole. C'est être capable d'apprendre à comprendre les symboles de manière analytique. On rencontre cet objet-là. Qu'est-ce qu'il veut dire ? L'idée, c'est pas de faire référence à un dictionnaire ou à ce que j'aurais pu dire dans une formation. C'est d'être capable de les percevoir soi-même, ce qu'ils veulent dire et ce que ça entraîne. Et donc, comme ça, de décortiquer de manière analytique le lieu où se passe l'action, reconnaître le récit, reconnaître les différentes formes que le rêve peut avoir, et pour devenir autonome dans l'interprétation des rêves. Voilà. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Parce que vous avez passé la soirée avec nous. Et puis, vous retrouvez de toute façon le replay du tout début jusqu'à la toute fin sur mon espace.
Moi, je vous embrasse très très fort. Je pense que Mickaël aussi. Moi aussi. Et vous avez fait des super beaux commentaires. Vraiment, à chaque fois, il faut vous dire que c'est vraiment quelque chose qui nous touche au plus profond. Moi, je sais que je suis toujours très très touchée de vos commentaires. Je suis très heureuse aussi pour lui parce que j'ai eu plein de waouh, formidable. Et comme ça, il a fait un super baptême au champagne pour ce soir. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt ici et puis à vendredi pour ceux et celles qui veulent participer au Zoom. Voilà, à très vite. Bonne soirée. Ciao, ciao.